Top. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce premier webinaire français organisé par Vold. On reçoit aujourd'hui Franck Romanet. Franck, je te laisserai te présenter juste après. Donc, en petite introduction, donc c'est le premier webinaire français de Vold où en fait on va inviter donc des clients qui n'ont pas reçu d'argent, qui seront totalement neutres à chaque fois pour échanger sur nos produits, sur l'utilisation qu'ils en font au quotidien, comment ils l'ont utilisé. Évidemment, ce webinaire sera enregistré et sera diffusé sur l'ensemble de nos canaux de communication classiques, que ce soit LinkedIn, YouTube, Instagram. Vous pourrez retrouver plein de, de petites vidéos, de résumés sur nos plateformes. Et donc, au niveau du format qu'on va utiliser, c'est qu'après chaque diapo, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et moi, je regarderai régulièrement pour après communiquer directement avec Franck ou avec Diego, qui nous rejoindra après à 19h40. Donc, ce sera un format de 40 minutes où ce sera vraiment de l'échange, un débat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On y reviendra après chaque fin de diapo. Franck, Kiné, Briva Gaillard, je te laisse t'introduire comme tu souhaites. Alors oui, donc bonsoir à tous. Donc tout d'abord, merci Laurent de m'avoir demandé pour pouvoir parler des plateformes de force. Donc pour vous faire une petite présentation, donc j'ai mes diplômes dans la préparation physique, mes diplômes en tant que masseur kinésithérapeute, et donc j'ai joué au rugby à haut niveau pendant 15 ans. Donc j'ai arrêté il y a 2 ans et j'ai intégré donc le staff du CA Brive Corrèze. J'ai fini ma carrière en tant que joueur et j'ai intégré le staff en tant que kiné. Donc, les plateformes de force, ça fait assez récent, ça va faire 2 mois et demi que j'avais pris la décision et le club m'a suivi dans cette démarche pour les acquérir. Donc, ce soir, moi, je vais plus vous parler vraiment d'un point de vue de la réathlétisation. Donc, puisque aujourd'hui, dans les clubs de top 14 au rugby, c'est vraiment devenu en tout cas pour moi essentiel. Et donc, toujours cette envie d'être encore meilleur, de ramener les joueurs encore plus vite, réduire les délais de reprise, éviter les récidives musculaires. Et c'est vrai que je me suis penché donc sur cette plateforme de force. J'ai beaucoup échangé aussi avec Raphaël Aubin, donc, qui est à Clermont, qui les utilise également. Et ensuite, donc, j'ai contacté Laurent. Donc, vraiment, ce soir, c'est vraiment un échange. J'aurai peut-être pas toutes les réponses à vos questions, puisque c'est une utilisation assez récente, mais en tout cas, je prends énormément de plaisir à travailler avec et je vais essayer vraiment de vous donner le maximum d'informations, en tout cas, moi, comment je travaille vraiment au quotidien, donc, pour ramener mes joueurs le plus on va dire, sereinement possible, avec un risque vraiment réduit de récidive et qui soit vraiment optimal, en tout cas, dans leur retour de performance physique. Donc, l'utilisation des plateformes, moi, je l'utilise de différentes manières, mais en tout cas, vraiment, cet objectif, c'est euh, avoir déjà un bilan et une image vraiment de mes joueurs. Donc, déjà, les plateformes de force, donc dans la deuxième diapositive, Laurent, tu peux passer s'il te plaît. On parle beaucoup, donc c'est un petit peu à la mode en ce moment, du RFD, donc le Rate Force Development. Et moi, je suis allé un petit peu creuser, même beaucoup. J'ai beaucoup échangé avec Laurent. Je pense que je l'ai même saoulé avec toutes mes questions. Et j'ai essayé voilà, de m'orienter sur pas mal d'articles scientifiques. Mais vraiment, moi, comment j'interprète en tout cas ce RFD et pourquoi je l'utilise. Donc déjà, le RFD, concrètement, à quoi ça correspond? En tout cas, pour moi, c'est vraiment sur un joueur, c'est sa capacité vraiment à recruter un maximum de fibres musculaires le plus rapidement possible. Donc un joueur qui est fort, c'est un joueur qui va développer une force élevée et le plus vite, le plus rapidement possible. Et ensuite, c'est vrai qu'on parle souvent donc, du type de fibre sur des qualités intrinsèques des personnes, c'est-à-dire un taux de développement donc plus rapide, forcément avec des fibres de type 2. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on voit dans les revues scientifiques et puis de manière générale. Pour moi, donc la capacité à produire une augmentation donc rapide, donc c'est ce que j'ai mis dans de la force contractile. Donc pendant la phase initiale, l'ébauche d'un mouvement, un jeu au pied, un saut, un changement de direction, une mise en action vraiment. Donc sur une phase initiale d'une contraction donc volontaire, c'est à peu près entre 0 à 300 millisecondes. Et cette période, pour moi, elle est
indispensable et elle est vitale. C'est-à-dire que sur le terrain, un joueur qui va être fort, qui va gagner des duels, qui va avancer, c'est un joueur qui va recruter le maximum de fibres dans un délai très, 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 très court. Donc moi, en fait, je vais rechercher ce RFD donc le plus élevé possible. Et donc, à force de les utiliser avec mes joueurs, vous reverrez plus tard, j'utilise différentes façons, que ce soit sur des mouvements concentriques, isométriques. Je vous expliquerai aussi pourquoi ça vient en complément et pourquoi pour moi aujourd'hui c'est devenu indispensable dans ma pratique de tous les jours. Mais en gros, j'ai réussi à créer 2 profils. Donc dans ce RFD, donc par rapport au couple et le couple dans ma force évaluée, donc le couple le temps, donc en isométrique souvent, mais pas que. Donc j'ai établi 2 profils. Un profil, on va dire, plus explosif, donc c'est-à-dire que le temps pour développer la force, elle est entre 50 et 150 millisecondes. Dans les revues un petit peu scientifiques, on dit que le plus important, c'est de l'atteindre autour des 100 millisecondes. La connexion neuronale, c'est-à-dire que se fait bien autour des 100 millisecondes. Et un profil, on va dire, plus à dominante force, c'est-à-dire que son pic, le pic du RFD est atteint entre 150 et 300 millisecondes. Donc, ça peut vous paraître un peu abstrait, ces données-là, mais ces plateformes de force sont capables de donner toutes ces précisions. Vous allez le voir plus tard. Et c'est vrai que ça fait énormément de données à traiter, mais quand on maîtrise un petit peu ces données, il faut vraiment rester précis et restreindre un petit peu sa recherche. Mais moi, j'ai créé ces 2 profils-là. Donc, un profil explosif, ça va plus être mes joueurs donc, derrière, donc des joueurs vraiment athlétiques qui cherchent à courir très vite, à jouer plus dans l'évitement ou en tout cas du duel en 1 contre 1 ou en 2, mais vraiment sur du duel, on va dire, plus physique, où là, ça va être des joueurs très, très explosifs. Et après, un profil plus à dominante force, ça va être plus des deuxièmes lignes, des premières lignes, qui, eux, ont besoin de développer une force avec des temps qui sont beaucoup plus longs. Par exemple, une mêlée. Par exemple, des joueurs qui vont lifter un deuxième ligne sur une touche. Donc, quand ils vont le soulever, il faut qu'ils gardent le joueur en l'air. Donc, j'ai vraiment essayé de créer 2 profils par rapport à des demandes qui sont assez spécifiques au poste. Mais je peux très bien avoir un pilier qui va être sur un profil explosif. Donc, ces plateformes de force vont vraiment me donner une image. J'ai un scanner, un screening, et après, à partir de là, je sais dans quelle case il rentre. Et bien évidemment, ces données-là sont prises en compte avant la blessure. Donc, il faut que je prenne le maximum d'informations. Donc, c'est-à-dire même, par exemple, sur un joueur qui va vouloir venir en test chez nous, ben, je vais le passer sur ces plateformes de force et je vais avoir des informations déjà très précises sur son profil. Et ça, c'est vraiment de manière globale. Donc, c'est-à-dire ces plateformes de force, moi, vont me permettre de me renseigner sur donc, sa capacité déjà à développer de la force et sa capacité à recruter ses fibres musculaires. Joueur fort ou pas, très fort ou pas, et s'il est très fort, à quel moment il l'est. Donc voilà, j'ai déjà un petit screening. Et l'intérêt, en plus des plateformes de force, c'est qu'elles vont me renseigner sur la force du joueur, sa rapidité à atteindre son pic de force, mais également s'il a une asymétrie. Asymétrie, donc dissymétrie, c'est-à-dire entre le membre inférieur segment donc droit, segment gauche, et pareil sur l'eau du corps. Donc c'est aussi important parce qu'un joueur fort peut avoir des déséquilibres et un risque éventuel de blessure. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais un joueur qui va pousser, qui va me faire un squat jump, un CMJ, un contre-mouvement jump, et au final je m'aperçois qu'il pousse bien plus à droite qu'à gauche, ou une réception qui est plus forte à droite ou à gauche, et ben je sais qu'il y a un problème. Essayez de trouver ce problème, enfin, d'où il vient, et essayer de trouver la cause. Et si le problème, en tout cas la différence est trop importante, essayer de réduire vraiment cet écart pour éviter dans le futur un risque de blessure. Donc ça, c'est vraiment de manière globale, essayer de vous expliquer déjà, voilà comment moi j'utilise les plateformes de force. Je ne sais pas si Laurent, il y a déjà des questions déjà Alors, là-dessus, mais toi, par rapport à ton utilisation, donc quand tu as découvert le RFD, c'est une donnée que tu as eu facilement par rapport. Parce que là, ça fait 2 mois que tu utilises les plateformes. Est-ce que cette donnée-là, c'est quelque chose que tu as eu accès facilement ou après, donc, dans l'utilisation au quotidien, au début, tu n'utilisais pas les plateformes. Comment ça s'est passé, cette intégration des plateformes au sein de ton quotidien? alors, au début, dans l'utilisation de mes plateformes de force, euh, je l'ai, dans un premier temps, je l'ai vraiment observé sur
l'asymétrie, c'est-à-dire est-ce que déjà un joueur est équilibré. Mais j'ai vite basculé sur le RFD puisque, en fait, tu t'aperçois que personne n'est équilibré. Personne va pousser à 50% à droite, 50% à gauche, autant sur une jambe que sur une épaule. Donc, si tu veux, j'avais beaucoup de différences et puis surtout sur des joueurs qui ne se blessaient pas. Donc, ou alors qui avaient très peu d'antécédents de blessures. Donc, j'ai vite été limité. Je me suis dit, OK, OK, je compare un côté droit, un côté gauche. Mais en fait, ce côté droit et ce côté gauche, il va m'importer après une blessure. Mais avant la blessure, ben, tout de suite, je me suis orienté sur le RFD en disant, est-ce qu'un joueur est fort? Sa latéralité, est-ce qu'il est droitier? Est-ce qu'il est plus fort à droite, à gauche? Est-ce qu'il y a une énorme différence? À quel moment? Puisque, par exemple, sur un contre-mouvement de jump, ce qui est énorme, c'est qu'on peut voir, donc on a vraiment la description totale du saut avec les courbes. Et c'est vrai que je me suis vite aussi orienté sur les courbes, c'est-à-dire sur la première partie sur l'excentrique, donc en descente, le moment où il va pousser, le moment où ben, il y a la hauteur du saut, ce qui va me permettre aussi d'avoir une comparaison entre les joueurs, et après la réception. Et c'est vrai que tu bascules quand même vite sur de la précision et des moments, et tu es obligé d'aller vraiment sur ces périodes entre 50, 100, 150, 200, 300, 300 millisecondes. Mais après, c'est le plus difficile, c'est quel moment je prends et pourquoi je le prends. Je ne sais pas si j'ai été clair, Laurent. D'accord, non, énorme, énorme. Et du coup, la première question qu'on a dans le chat, c'est concernant ces profils que j'imagine que c'est toi qui les as créés. Est-ce qu'ils ont Oui. été validés scientifiquement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé dans la littérature et dont tu t'es inspiré, ou tu l'as vraiment créé à partir de ta recherche littéraire et que tu as intégré pour déterminer ces deux profils? Alors, non, j'ai beaucoup lu de revues et d'articles scientifiques. J'ai pas toute la biblio et je l'ai pas mise, mais je pourrais la partager plus tard avec grand plaisir. Mais sur un article scientifique, je suis tombé en fait sur un résultat qui était pour moi très intéressant. C'est que le RFD, il le décrivait donc en deux phases. Il y avait une phase qui était précoce et une phase tardive. Et donc, je me suis intéressé un petit peu à ces deux facteurs-là par rapport aux qualités intrinsèques de mes joueurs. Et donc, on fait, si vous voulez, il y a une analyse donc, du joueur. Il y a des facteurs physiologiques qu'on ne peut pas changer. Donc les types de fibres, il y a des personnes qui auront plus de fibres rapides que de fibres lentes. Enfin, après, il y a des fibres neutres, voilà, on le connaît, mais c'est très général. Il va avoir la section transversale musculaire, les propriétés viscoélastiques du muscle. Mais il y a deux facteurs euh, donc dans les revues scientifiques sur lesquels je suis tombé, donc qui sont la force musculaire donc volontaire maximale et les propriétés contractiles intrinsèques. Et ces deux facteurs-là donnent en fait un RFD, donc ils appellent ça le RFD contractile volontaire. Et en fait, c'est hyper intéressant puisque dans ces deux phases-là, une phase précoce qui, eux, disent que c'est à peu près entre 50 millisecondes et 100 millisecondes. C'est ce que je vous disais par rapport aux connexions neuronales. Et donc, ils disent que c'est surtout lié, donc, en plus aux propriétés contractiles intrinsèques et la phase tardive, entre 150 et 250 millisecondes, ou en tout cas jusqu'à 300, qui, cette phase-là est vraiment liée à la force musculaire maximale. Donc, ça veut dire que pour moi, j'ai commencé à orienter mes profils en me disant, une phase précoce qui va plus être sur du neuro. Donc, si j'ai un retard neuronal, un retard de recrutement des capacités, des fibres contractiles, comment je vais l'entraîner? Ou alors ma phase tardive, après 100 millisecondes, 150 millisecondes, où là, par exemple, c'est vraiment une faiblesse musculaire. Et à partir de là, je vais m'entraîner, ou en tout cas entraîner mes athlètes différemment pour progresser dans ces deux domaines. Mais ces deux domaines-là, ma phase précoce et ma phase tardive, je les ai vraiment trouvés. Après, je les ai un petit peu plus spécifiés par rapport au rugby, mais je les ai trouvés dans les revues scientifiques. Et tu vas de toute façon, j'imagine que tu vas illustrer, imager après avec des exemples pour donner vraiment Exactement. quelque chose de concret. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, pour rappel, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tardivement, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet conversation. Je les lis systématiquement et je les transmets après à Franck et il y répond. Et on fait ça après chaque passage de diapo. On répond à vos questions. Comme ça fait vraiment un échange tout au long de la présentation. Ça évite d'avoir un gros bloc de présentation et un gros bloc de questions. Alors, dans la diapositive suivante, donc, comme je vous ai expliqué, voilà, maintenant que vous avez un petit peu, enfin,
compris en tout cas moi, ma façon de travailler sur ce RFD, j'ai vraiment, je travaille sur 3 périodes. Donc j'ai, comme je vous disais, l'avant-blessure, malheureusement pendant la blessure, parce que ça arrive, on aimerait que ça n'arrive pas, mais c'est pas possible. Et ensuite, donc l'après-blessure, nous dans le monde du rugby, on parle beaucoup de RTT, RTP, Return to Train ou Return to Play. Donc, et puis nous, par rapport à notre staff, au niveau des prépas physiques, au niveau de nos managers, de nos entraîneurs, ils ont besoin, eux, en gros, un joueur se blesse, c'est quand est-ce qu'il revient à l'entraînement et on doit déjà anticiper donc le retour au match. Donc, si vous voulez, avant blessure, comme je vous ai expliqué, je fais un profilage. Et je fais un profilage, donc j'ai 2 profilages. J'ai un profilage isolé et un profilage mixte. Le profilage isolé, donc il est simple. CMJ, donc le contre-mouvement jump, le single leg drop jump, donc le drop jump et le land and roll. Je vais vous expliquer. Donc le CMJ, qu'est-ce que je regarde? Je regarde si le joueur déjà est coordonné. Toujours, mes sauts se font, ils sont toujours protocolés. Donc main sur les hanches, on ne cède pas des bras. Le joueur monte sur la plateforme de force, main sur les hanches, il descend, il essaie de sauter le plus haut possible. C'est protocolé, c'est 3 sauts par joueur. Un single leg drop jump, donc le single leg drop jump, il part d'une box de 50 cm. Les personnes qui me poseront la question pourquoi, alors c'est un choix personnel, mais 50 cm, je trouve que c'est la bonne hauteur. C'est pas trop haut parce que ça me permet de l'utiliser après blessure. Donc sur l'appréhension, sur les douleurs, c'est quelque chose qui se fait relativement vite après une blessure. Vous le verrez dans les exemples d'après. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose d'assez intéressant sur tout ce qui va être tendineux, les réflexes myotatiques, mais 50 cm sur une jambe, descendre, absorber un choc et repartir sur des joueurs, des sportifs pros de rugby de haut niveau, c'est quand même quelque chose qui se fait assez facilement et puis ça me permet quand même de voir leur force et ça me permet également pendant la blessure ou après la blessure de voir leur appréhension parce que c'est vrai qu'une boxe, j'avais essayé sur plus petit, mais je suis passé à travers sur des douleurs qui étaient masquées alors qu'à 50 cm, la hauteur est assez représentative. Donc voilà ce choix-là. Pareil, 3 sauts. 3 sauts jambe droite. Il part donc au-dessus de la boxe. Il réceptionne une jambe et il essaie de sauter le plus haut possible et il stabilise. Le drop jump, c'est la même chose. Il part de la boxe donc de 50 cm, main sur les hanches. Il réceptionne, il essaie d'aller le plus haut possible, il stabilise. Et le land and hold, il part. Le land and hold, soit je le fais 2 jambes ou une jambe, mais il part 2 jambes, main sur les hanches ou pas. Celui-là, c'est à voir. Et en fait, il stabilise pendant 2-3 secondes. Ça, c'est pour voir la répartition. Voilà. Et mon profilage mixte, en gros, là, je me suis vraiment basé sur des articles scientifiques et plus spécifiques au rugby à 13 en Australie et sur l'Australian Rules, le rugby australien, où là, vraiment, j'ai réussi à coupler les plateformes de force à des performances de vitesse. Donc, le CMJ couplé aux 20 mètres. Donc, c'est-à-dire, en gros, plus j'aurai un joueur qui va progresser sur son CMJ et sur sa hauteur de saut, meilleur il sera sur 20 mètres. La force, donc à 100 millisecondes en isométrique sur par exemple un squat dans un rack en squat isométrique, meilleur sa force sera sur son RFD à 100 millisecondes, donc sur ça paraît cohérent, mais sur sa connexion, on va dire neuronale, plus vite il va recruter un maximum de fibres et meilleur il sera sur 5 mètres. Et j'ai aussi fait une corrélation entre la hauteur du saut sur le CMJ et la force à 100 millisecondes. Donc vous voyez que ces 3 profilages, pour moi, sont hyper intéressants. Et je sais à peu près quand est-ce que mon joueur peut revenir à 100% sur terrain et même le faire évoluer et qu'il progresse après une blessure. Pour moi, je le ramène meilleur qu'avant. Donc c'est hyper intéressant. Ensuite, pendant la blessure, je regarde mon RFD, ce que je vous expliquais, précoce et tardif. Donc, comment il est après blessure? Forcément, le RFD sera moins bon sur le segment ou en tout cas le membre blessé. Donc, je vais essayer de l'entraîner comme je vous ai expliqué sur de l'isométrique, du concentrique pour essayer d'évoluer sur mon facteur si je veux être dans cette tranche, donc dans cette phase précoce autour des 100 millisecondes ou cette phase tardive. Et ensuite, mon return to train, donc où là, c'est la même chose, mon profilage isolé et mon profilage mixte. Et je sais à peu près quand est-ce qu'il va revenir sur le terrain.
Top. Et ces batteries de test, si tu les fais dans ce sens-là, CMJ, SADJ, DJ, Land and Hold, ou est-ce que comment dire, tu fonctionnes tout en un bloc en pré-saison où tu réunis ton joueur, tu fais ces tests et Non, tu les pas du suis, tout. ou tu les répartis, comment ça se Non, passe? non, non. J'essaye de les réaliser dans les conditions où ils sont donc chauds, échauffés, mais pas fatigués. Par exemple, la journée, on a une de nos plus grosses journées la semaine, le mardi, où on a un volume de course qui est très important et où ils ont la musculation la veille, le lundi, bas du corps. Je vais éviter de faire ces tests le mardi. J'essaye de le faire soit le lundi s'il n'y a pas eu de match la veille, enfin en tout cas le samedi, ou alors pour moi le jeudi c'est le meilleur moment parce que c'est des tests qui vont pas forcément créer de fatigue supplémentaire et ça permet aussi d'avoir un petit peu de, de, de recrutement, un petit peu de fibres rapides. Enfin, moi j'aime bien sur le neuro, ça marche bien et puis ça les lance dans la journée. Mais non, non, après, je peux très bien faire le joueur, je peux lui faire deux tests, je peux tout lui faire ou je peux lui faire qu'un CMJ. Des fois, j'aime bien comme on fonctionne par groupe trois quarts ou avant, par exemple après la muscu ou avant la muscu le jeudi ou juste après leur échauffement, ou des fois ils font un petit peu de mobilité. Je crée ma liste, je me dis tiens, les trois quarts, vous venez, ça prend 3 sauts. En plus, on le fait un petit peu de manière compétitive, donc ils aiment bien. Ils se tirent un peu la bourre et moi, ça me permet de gagner du temps. Donc, non, non, il n'y a pas du tout de suite logique dans ces tests-là. Et après, donc tu parlais des asymétries que tu regardais à la fois sur Quantum One Jump à travers les différentes phases, excentrique, concentrique, décollage, atterrissage. Mais selon toi, quelle est la limite en pourcentage ou en critère à partir de laquelle il faut prendre en compte cette asymétrie pour essayer de la compenser? Alors, moi, je sais que au-delà de 20% de déficit, ils ne retournent pas sur le terrain. Interdiction de retourner sur le terrain ou alors sur des skills, c'est-à-dire des entraînements séparés vraiment précis, c'est-à-dire sans contact, sans changement de direction. Ça peut être vraiment un peu de ballon. Par exemple, quelqu'un qui va lancer en touche, un joueur qui va faire quelques lancements mais qui va pas courir. C'est vraiment au-delà de 20%, pas de skills. Entre 10 et 20%, il peut faire des skills. Moins de 10%, il peut repartir sur le collectif. Bien évidemment, avant, il aura validé des protocoles de reprise de contact, de reprise de course, des validations de vitesse, un pourcentage de vitesse maximale. Enfin, c'est vraiment, tout est bien protocolé. Mais par contre, au-delà de 20% de déficit, moi, je sais qu'il y a un risque. Et même, moi, je me dis qu'entre autour de 10%, 10-12%, c'est ce qui est tolérable. Et si et en par rapport est-ce que donc tu fais tes mesures d'avant-blessure donc en pré-saison, est-ce que tu vas te baser sur cette asymétrie au départ de la pré-saison? Par exemple, on peut avoir un botteur qui peut être très bon, mais il va avoir 20 d'asymétrie. Est-ce que toi, après, tu vas essayer de le corriger? Comment tu vas réagir si tu as ce cas-là, par exemple? Alors, c'est une très bonne question. Par exemple, on a eu le cas sur un de nos jeunes joueurs et justement qui est buteur, qui avait une énorme différence au niveau de l'ischio. Heu, Forcément, il a continué à s'entraîner. Par contre, on a réduit le nombre de coups de pied, par semaine et on lui a intégré 2 séances en plus par semaine de renforcement spécifique sur les ischios pour éviter risque de lésion musculaire ou risque de rupture de ligaments croisés. Donc ça nous a permis aussi de rééquilibrer. Forcément, ça c'est la théorie, hein. On a des joueurs qui ont peut-être 30 de déficit, mais qui se blessent jamais. Donc on va pas non plus, tout révolutionner. Mais on sait qu'à haut niveau et surtout en période de fatigue dans la saison, on sait qu'à un moment, il y aura forcément un risque de blessure s'il y a une trop grosse différence, entre le côté droit et le côté gauche. Ça, c'est prouvé et puis on l'a vu, quoi. Du coup, c'est quelque chose que tu vas essayer de là, bon, juste ces tests-là, tu les mets avant, pendant Return to Try, mais est-ce que c'est quelque chose que le club commence aussi à adopter plus largement? Ou est-ce que pour l'instant, toi, en tant que kiné, tu t'en sers spécifiquement pour le suivi des joueurs? Ou est-ce que les préparateurs physiques par exemple, souhaiteraient faire du suivi de charge pour justement voir un petit peu ces niveaux de fatigue évoluer? Ben là, on est en train de discuter justement, avec les prépas physiques puisqu'ils sont intéressés et c'est vrai que quand je leur ai fait la corrélation entre déjà, bon, le CMJ par rapport à la vitesse, mais le CMJ est super intéressant et ça va être dans un deuxième temps, ça va être le profilage. C'est-à-dire que on va essayer de le mettre en place, mais un matin, alors soit le mardi ou le jeudi, on passe nos joueurs ou même par exemple en début de semaine et par exemple, je vous donne un exemple, là c'est comme ça, mais un CMJ, le joueur il monte à 35 centimètres sur un saut et un lundi, je sais pas, il va monter à 25 centimètres. Ça va nous permettre aussi de faire un profilage et d'adapter sa semaine. Par exemple, le retirer sur un entraînement,
Attention, vigilance accrue. On va essayer, je pense, de le mettre de plus en plus sur un profilage semaine, en plus de cette, on va dire, partie blessure, pas blessure. Moi, je pense que c'est aussi l'avenir là-dessus, c'est justement réussir à prédire en se disant: «Ah là, il y a encore un risque, de blessure» et puis surtout, ça va hyper vite. Le joueur, il est en basket, il se fait sa petite mobilité, 10 minutes de vélo, il va sur les plateformes, on fait un saut. Si on a un risque, par exemple, hop, on va le passer sur du single leg drop jump sur une jambe et là, on va peut-être voir, tiens, c'est la jambe gauche. Ah, il y a un risque, hop, on sort le joueur. Ça va être génial parce que du coup, comme là, ça fait 2 mois et tu nous partages déjà un petit peu comment tu utilises la plateforme et comment tu comptes les utiliser. Donc tu pourras revenir dans 6 mois, nous repartager ton expérience et voir un peu les différences. On pourra comparer entre aujourd'hui, mai 2022 et par exemple en octobre 2022, comment ça a évolué, comment ça a changé avec les limites, les avantages, les inconvénients. C'est Ça vrai peut que être ça peut être, intéressant. ouais, On hyper te intéressant. réinvitera. Ouais. Alors voilà, donc là, on va vraiment rentrer, je pense, dans le vif du sujet, et vous donner des cas concrets. Là, ça a été donc, l'entorse, on a eu un joueur donc, sur un match qui s'est fait vraiment une grosse, grosse entorse donc, de sa cheville. On le voit sur la radio avec un arrachement osseux, donc, atteinte ligamentaire, arrachement osseux, énorme contusion osseuse, on le voit sur l'hématome et là encore la photo, j'ai pas la j'ai pas j'avais pas pris la photo juste après, mais il y avait un énorme hématome, en interne et je crois qu'il y a eu 2, presque 3 ligaments qui ont été rompus et une atteinte cartilagineuse. Donc c'est un joueur qui a un poste, qui est énormément sollicité sur les accélérations, décélérations, et changement d'appui. Donc comment ça s'est passé? Tu peux passer sur la diapositive d'après, Laurent, merci. Donc, heu on a fait donc vraiment notre phase de soins, donc drainer l'hématome, vraiment toute la phase, on va dire kiné et à partir de là, donc j'ai pris donc la suite, j'ai fait les soins kinés et ensuite j'ai commencé donc la reprise, réathlétisation. Donc reprise de course, donc en piscine, vraiment sur des appuis, délestés et là, cette phase-là, c'est quasiment sur la reprise de course. C'est-à-dire que là, j'ai un joueur donc qui est capable donc de courir sur terrain, en crampons, en basket, faire des changements de direction. On est quasiment à la moitié de sa réathlétisation. Il n'est pas encore avec le groupe, mais c'est un joueur qui est capable vraiment de faire du physique dans l'axe, c'est vraiment ces changements de direction sur du physique adapté avec des passes et faire musculation haut, bas du corps. Vraiment, il est quasiment sur une. On essaye d'aller sur la reprise des skills, donc vraiment en séparé. Sauf que moi, j'ai un joueur qui, Heu, après chaque séance de course, après chaque séance de musculation, même, la journée off où il va marcher un petit peu, il a mal à sa cheville. Il a toujours mal à sa cheville et par contre, il a retrouvé de la force donc en muscu, tout est bon, les squats, tout est bon, les sauts sont bons, un CMJ classique en hauteur, bon, il a quelques centimètres en moins, mais il y a on n'arrive pas à savoir vraiment où il en est sur cette cheville, précisément et donc là, je l'ai mis sur les plateformes de force, donc dans un rack avec une barre qui est bloquée et donc sur le test d'isométrique en squat. À peu près 3 secondes de contraction maximale et 3 fois et donc j'ai eu ces premières informations. Donc on a en haut à gauche, donc surligné en jaune, donc son pic donc maximal de force et on voit qu'il pousse 15 de plus à gauche qu'à droite. Ensuite, comme je vous ai expliqué sur les millisecondes, donc j'ai fait 100 millisecondes, 150, 200. 100 millisecondes, 25% de déficit, il pousse plus 25, donc ou 25 à moins, c'est vous qui voyez à gauche qu'à droite. 150 millisecondes, pareil, 27%, et 200 millisecondes, 30%. Donc ça veut dire que j'ai un joueur, au moment où il va atteindre son pic, il force plus à gauche, et plus on garde la contraction musculaire, plus il va pousser à gauche et moins à droite. Et je me dis, sûrement la création de la douleur. Et j'avais aussi donc je parlais beaucoup avec le joueur et j'avais un indice aussi, il me disait: «J'ai très, très mal à la décélération, quand je décélère». Donc tu peux passer la diapo suivant, Laurent. Simplement sur ton protocole de squat isométrique, là, c'était une contraction de 3 secondes que tu demandais? Ouais, 3 fois 3 secondes. Et tu avais une consigne particulière sur le squat en isométrique? Donc je l'ai placé donc dans le rack et non, la consigne, c'est vraiment donc il a un placement, j'avais pas pris les photos à l'époque, mais heu, il est, heu, il est quasiment, à 90 degrés
et on reproduit le mouvement fonctionnel d'un squat, pour moi, je préconise pas forcément de descendre au-delà de 90 degrés parce que pour tout ce qui est problème de fémoro-patellaire, mais après, ça, c'est un autre débat. Donc, on a vraiment reproduit 90 degrés en squat et après, il pousse le maximum. La barre ne peut pas monter et il pousse le maximum, 3 secondes, 30 secondes de récupération, 3 secondes, et ça, on fait ça 3 fois. Super, merci. Et donc, voilà ce que je vous ai mis, donc, parce que les plateformes de force, il y a énormément de données. Donc là, je vous ai vraiment mis l'essentiel. Et donc, à 100 millisecondes, on voit que le total, donc sur à 2146 donc en newton, donc à 100 millisecondes, en fait, il a 1200, on va dire 1230 donc à gauche et 920 à droite. Et comme je vous expliquais, plus on va pousser donc longtemps, 150 millisecondes, pareil, on est en dessous des 1000, 910 pour 1000, 1250 donc à gauche. Et pareil, le déficit, on voit vraiment le déficit clair et précis donc, de sa force. Tu peux passer la diapo d'après, Laurent. Et donc, à partir de là, on a fait des tests et sur la réathlétisation pure, on a continué le travail donc dans le renforcement musculaire, mais je me suis aperçu que son problème, il était au niveau du solaire. Par rapport aux exercices qu'on faisait, il avait très mal sur les décélérations et donc sur la stabilisation de sa cheville et sur son solaire, je lui ai fait les tests donc de squat et on voyait vraiment que son problème était donc sur son mollet et plus spécifiquement sur le solaire. Et ça, je l'ai vu avec plein d'autres exercices, sur du fonctionnel où je le faisais travailler en isométrique, donc sur son solaire à droite, à gauche, et je voyais qu'il y avait vraiment une fatigue musculaire très très rapide. Et donc, on a rééquilibré, on a modifié les séances de musculation avec les prépas physiques, où on a travaillé beaucoup plus sur le solaire, beaucoup plus sur de l'isométrique, pour tenir cette charge et cette contraction musculaire. Et après quasiment 3 semaines et demie de travail, je lui ai refait faire le test. Donc le test iso-squat que vous voyez. Et à partir de là, on peut voir que les courbes vraiment du bas, c'est la moyenne. Et à partir du pic vertical, on a 4%, on a repris donc à droite. Et entre 100 millisecondes, on est à peu près à 11% de déficit. 150 millisecondes, 11,5 de déficit, où il pousse plus à droite, et à 200 millisecondes, donc 8%, où il poussait un petit peu plus à droite. Et à partir de là, il est droitier, il avait beaucoup plus de force donc à droite. Au moment où on a rééquilibré ce travail-là, la douleur est quasiment disparue. Forcément, il y a toujours un petit peu de douleur résiduelle parce que l'entraînement, on va quand même vite sur les retours de blessures. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a pu postuler, qui a rejoué en top 14 avec nous, alors que la blessure, à la base, était évaluée à peu près 4 mois d'indisponibilité et on est revenu à 3 mois. À 3 mois, il rejouait en top 14. Donc, voilà à peu près l'utilisation, en tout cas, pour cet exemple de blessure-là. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, il y a les plateformes de force, mais il n'y a pas que ça. Tu l'as constaté sur des exercices que tu faisais avec le joueur. Et par rapport à ça, donc j'imagine que tu prends le joueur dans sa globalité, tu considères dans sa globalité, mais est-ce que tu fais aussi un suivi de tout ce qui est douleur par rapport à des questionnaires pour voir un peu le suivi, enfin le joueur, pour avoir un suivi sur l'aspect un peu, on va dire, douleur au fur et à mesure de la rééducation? Alors oui, moi je prends tous les jours, donc bah, alors tout simple, hein, je fais vraiment une EVA donc de 0 à 10 pendant la séance, donc avant la séance, pendant la séance, après la séance. De 0 à 10, 0 aucune douleur, 10 douleur insupportable. Et ça me permet aussi de voir l'évolution, mais je ne peux pas tout vous mettre, c'est vrai que sur 40 minutes c'est très court, mais sur l'évolution en tout cas des séances et de la douleur, ce qui était fou, c'est qu'au moment où on a retravaillé vraiment la chaîne poste et vraiment spécifiquement le mollet, mais vraiment le solaire, qui a vraiment une action sur la décélération, sur cette poussée de son geste technique au moment de la passe, on pouvait voir de jour en jour, mais de semaine en semaine, la douleur qui diminue, la force qui évolue de manière positive. Et à partir du moment où on a dit, OK, il peut repartir sur le séparé, on a vu l'évolution et il a repris sa force à droite. Et en plus, ce qui est énorme, moi, quand j'étais joueur, c'était hyper important pour moi, c'est d'être précis dans tout. Et je me dis qu'avec les plateformes de force, quand déjà on voit quelque chose sur le joueur, on ressent des choses et ensuite on analyse entre le pied droit, le pied gauche, et puis en plus à des moments, c'est-à-dire à des millisecondes, entre 100, 150, 200, pourquoi, à quel moment, je lui explique
ben, on gagne aussi en confiance et puis on va beaucoup plus vite dans le travail. Parce que toutes ces données-là, tu les partages aux joueurs, c'est-à-dire que tu entres vraiment dans une conversation avec lui où tu le mets face à ces données, tu lui expliques l'intérêt, où il en est dans sa éducation, c'est vraiment quelque chose que tu partages? Ah, c'est indispensable parce que un joueur professionnel, il a besoin de savoir en fait déjà pourquoi il a mal et comment on va travailler pour qu'il ait moins mal. Le joueur, lui, en gros, c'est: «Je veux OK, j'ai une blessure, explique-moi vite fait ce que c'est, mais combien de temps et la douleur? Est-ce que je vais avoir mal longtemps? Pourquoi?» Et en plus, on voit l'évolution. Le joueur, beh, du coup, on gagne sa confiance encore, enfin, de manière plus rapide et puis c'est un travail d'échange. C'est-à-dire que des fois, il va me dire: «Là, j'ai très mal». Mais par contre, OK, tu as très mal, mais on a gagné en force et le lendemain, oui, tu as raison et c'est vrai que j'ai moins mal. Ou à l'inverse, regarde, parce que ce qu'il y a de bien aussi, je ne peux pas tout vous donner, mais sur du travail isométrique ou même sur du travail concentrique sur les plateformes de force, je le mets sur les plateformes, je le mets en direct et là, je lui dis: «Regarde, tu pousses plus à gauche, il faut que tu on va mettre moins lourd, mais il faut que tu rééquilibres et que tu te serves plus de ta cheville à droite» et c'est vrai que c'est un feedback qui est direct et en plus, le travail est beaucoup plus précis. Donc pour moi, c'était hyper intéressant. OK, super, merci beaucoup et du coup, on a une question du chat, c'est sur, ton squat, dans le protocole que tu réalises, est-ce que c'est sur une barre fixe ou un squat avec barre libre et maintien d'une position statique? Donc j'imagine que la question, c'est en termes de protocole, toi, le squat, en isométrique, comment tu le fais exécuter? Alors, la barre, en fait, elle est libre. Il met la barre sur les épaules. On a un rack avec 2 fixations à l'envers qui ne peuvent pas bouger. Avant, on a réglé sa hauteur et là, on vient, loger la barre dans les crochets qui ne bougent pas et au moment où il est en mise en tension, pour éviter des contraintes au niveau, du rachis, pour éviter des disques ou voilà trop de contraintes d'un coup avec, un moment où il va y avoir un mouvement concentrique et d'un seul coup après il va y avoir une force qui va être trop importante. Il est mis sous tension et là je lui donne moi un départ. 3, 2, 1 et là il contracte, maximum pendant 3 secondes. Donc il y a vraiment une contraction, elle est déjà mise en tension, mais c'est une barre qui est libre. Je ne sais pas si je suis assez clair dans l'explication. Merci pour ces précisions. Pas trop de jeu lors de la poussée? Comment? C'est une question, donc merci pour ces précisions, donc Romaric te remercie. Pas Ah trop de d'accord, jeu lors de la super. poussée? Non, 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 non. C'est une question qui revient souvent en fait quand on veut faire du squat isométrique, c'est-à-dire que chaque rack est différent et des fois on veut régler vraiment au millimètre pour pas qu'il y ait de jeu entre l'athlète et la barre, pour pas qu'ils viennent cogner finalement contre les fixations. Donc c'est une question que nous on a souvent, en tout cas que moi j'ai personnellement très souvent. Ouais, non, non, vraiment, alors après, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, à la mise en place, mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les plateformes de force, déjà, elles sont un petit peu hautes, donc c'est bien. Ça permet déjà d'avoir une petite hauteur et puis après, vraiment la mise en tension avec le contact sur la barre, bah, et en plus, je ne lui demande pas de contracter, à 100 au début, hein. Il prend ses repères, il contracte un petit peu, je sais pas, à 30-40 de sa force max, on récupère, on monte un petit peu et dès que le joueur se sent prêt, 2-3 reps avant, je lui dis: «Tu es prêt à te pousser 100 et en plus, comme il y a 3 fois, après on est toujours bon. Mais non, non, il y a vraiment pas de la réalisation se fait bien et puis, c'est sûr qu'il faut pas qu'il y ait un jeu de même de 2 centimètres. Il faut vraiment qu'elle Mmh. soit tout de suite en contact et il faut que la barre ne puisse plus monter, mais ça se fait vraiment bien. Et donc, sur cette même blessure, il y a eu, un point aussi, c'est où j'en ai parlé dès le départ, c'est sur le land and roll, donc une boxe à 50 centimètres, c'est juste un saut et il vient ratterrir avec les 2 pieds et il stabilise. Et il stabilise pendant 2-3 secondes. Et heu et donc là, c'est pareil. Avant blessure, j'avais pas les données, mais après sa blessure, il y avait, comme je vous disais, vous voyez 18 de déficit et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, il appuyait pas sur sa cheville droite parce que le solaire était trop faible. Il absorbait pas assez de force et donc il y avait une contrainte trop importante au niveau du cartilage et il y avait une création de douleur et on sait qu'en plus des douleurs, cartilagineuses, elles restent dans le temps. Après, ça devient des douleurs chroniques. Le joueur a de plus en plus peur. Il utilise de moins en moins son pied droit. Et en fait, on est dans un cercle vicieux. Donc, on a vraiment rééduqué. Et si on voit la diapositive d'après, Laurent, euh, juste après, on s'aperçoit qu'on a vraiment
Ah non, je ne l'ai pas mise. Je l'ai pas mise. Après, c'est sur une autre blessure. En tout cas, on a rééquilibré à 4-5% près. Et c'est vraiment corrélé vraiment à ce test vraiment spécifique. Et c'est vrai que sur les douleurs cartilagineuses, le Lane and Hold est vraiment génial. Ok, bah du coup, ça fait une excellente transition pour ta diapo suivante. Là, Voilà, peut-être alors qu'on va après, je vais aller vite. Mais ça, pour moi, c'était hyper intéressant de vous parler de cet exemple-là. Donc, rupture d'un ligament croisé antérieur. Donc, nous, à peu près, c'est 6 mois pour revenir à la compétition, vraiment postuler sur un match de top 14. Mais là, intéressant, c'est que notre joueur donc, s'est fait opérer donc, de son genou. Donc, je vais juste. Voilà. Tac. Donc, je reviens juste sur ma diapo pour être sûr. Voilà. Donc, notre joueur s'est fait opérer donc, d'un ligament croisé. Et si vous voulez, on fait donc tout notre protocole donc de retour. Et donc, après l'excentrique sur un CMJ, donc où vraiment là, on mesure vraiment sa force, c'est des données qui sont assez précises et assez bonnes. Donc, joueur droitier, ligament croisé antérieur droit, beaucoup de rééducation dessus. On arrive à 16% donc d'un genou plus fort. C'est pas forcément choquant parce qu'on le sait, et vous le savez tous, que on se base vraiment, voilà, on a un genou qui était opéré, on veut vraiment le renforcer pour éviter la récidive. Donc, tout allait. Et sur un protocole, on avait un protocole donc, de Biodex. On lui fait un return to play, le Biodex top, sur sa force, vraiment nickel. Tout était dans le vert, très bien. On lui fait la musculation, les tests qu'on a, tout était dans le vert, super. On lui fait un CMJ, donc le CMJ avant les plateformes de force. Hein. On avait un CMJ avec des cellules toutes simples. Et là, moi, mon retour, ouais, génial, la hauteur est bonne, tout est bon, comme avant. Tous nos critères étaient bons. Je prends le CMJ, je me dis oui, en effet, il est bon. Mais je me dis, tu peux passer la diapo d'après, Laurent, s'il te plaît. Je me dis quand même, avec les échanges que j'avais avec le joueur, je me dis, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je le voyais sur les skills, je le voyais et il ne voulait pas trop me dire. Et donc, je lui fais le test donc, sur le CMJ, je regarde et je vois que, donc c'est ce qu'on voit sur son take-off, donc vraiment le démarrage, il pousse de 10% plus à droite, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui m'a alerté, c'est que son pic, donc le peak landing, c'est-à-dire au moment où il atterrit, là il atterrit donc 16 à 17% à droite. Mais je le voyais vraiment en visuel, on voyait qu'il s'écrasait sur sa jambe droite. Et là, à partir de là, j'ai commencé à me dire il y a un problème. En plus, on avait la pression donc, des entraîneurs qui voulaient que le joueur revienne rapidement, parce que c'est un joueur très important. On était à peu près à 5 mois et une semaine, et sa rééducation était vraiment bonne. Mais je me dis non, il y a un souci. Et à partir de là, moi j'ai parlé avec le joueur, vraiment une relation de confiance, et je lui ai dit il y a quelque chose qui ne va pas, et notamment dans ta réception. Et voilà, le joueur, en fait, l'année d'avant, avait eu un problème au niveau du genou, un problème au niveau du genou gauche, donc le genou qui n'a pas été opéré, mais il a eu une atteinte cartilagineuse sur un gros choc au niveau du genou et au niveau, c'est pas fémorotibial, c'était si fémorotibial. Il avait une atteinte, une lésion du cartilage. Et donc on a discuté et il m'a dit, en effet, au moment où je réceptionne, il me dit, j'ai mal à mon genou gauche. On s'était focalisé vraiment sur son genou droit, sur un ligament croisé antérieur, sauf qu'on en a un petit peu oublié le genou gauche, ou en tout cas, on a un petit peu minimisé sa blessure. Et en fait, ça nous a permis de ne pas mettre le joueur sur le terrain. Pendant 2 à 3 semaines, on a fait un renfort spécifique sur son genou gauche, donc, et notamment avec les plateformes de force. On a continué l'évaluation. À 5 mois et 3 semaines, on a rééquilibré, donc à peu près à 5-6%. Je ne vous ai pas mis le tableau, mais on a rééquilibré à 5-6% de déficit à droite. La douleur a diminué et il a pu revenir et postuler sur un match de top 14 à 5 mois et 3 semaines. Mais en fait, si on n'avait pas eu les plateformes de force à ce moment-là,
moi, je pense qu'on allait vraiment sur un problème musculaire ou même ligamentaire sur le genou gauche parce que tout était bon, mais on s'est aperçu que sur son membre gauche, il y avait un énorme déficit et qu'on prenait un risque sur son retour to play. C'est Je sais pas super si j'ai intéressant été, comment tu t'es accaparé les plateformes comme une aide à la prise de décision. C'est-à-dire que tu as dit tu as différentes sources. Tu as le joueur, comment il va communiquer avec toi, le biodex, donc l'isocinétisme en termes de retour, et toi après aussi ton ressenti à toi. Et derrière, tu combines tout ça encore plus avec les plateformes de force. Tu agglomères tout ça et après tu en tires les conclusions que tu as besoin. Et aussi avec le joueur qui reste le centre dans, dans ce programme de rééducation, de retour au sport, de retour à la performance. exactement, ouais. Et j'aurais pu des exemples, j'aurais pu vous en donner, des dizaines, hein, mais il y a tellement de choses à dire que c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de résumer rapidement, mais ça, pour moi, cet exemple, il est très, très intéressant, quoi. De toute manière, tu reviendras la prochaine fois dans 6 mois pour nous partager comment ça a évolué et notamment voir quels sont les tests et les choses que tu auras fait évoluer à la fois pour toi. Mais on a une dernière question et après donc Diego nous rejoindra. Quel rapport as-tu avec le coach pour la décision de retour à la performance ou avez-vous défini des normes de performance sur plateforme qui font autorité pour cette décision? Alors, les plateformes sont un argument supplémentaire, mais dans tous les cas, c'est vraiment un échange, on est vraiment sur, enfin pluridisciplinaire, mais en tout cas, il y a les prépas physiques, il y a donc nous les kinés et le médecin, enfin nos médecins et après on a des protocoles de retour. Tant qu'on ne valide pas certains protocoles que je vous expliquais, heu temps de force en musculation, temps de force sur notre biodex, temps d'asymétrie sur nos plateformes de force. Les vitesses, c'est vraiment un ensemble, mais en tout cas, c'est nous qui avons les décisions de notre joueur sur le return to train et le return to play. Ça, c'est évident. L'entraîneur, même si, il n'est pas forcément content, mais je pense qu'il sera encore moins content si on lui dit: «OK, il peut revenir sur le terrain» et puis qu'il se reblesse, dans la semaine, quoi. Donc ce sera la dernière question de Romaric. Quel squat utiliser? Quel angle au niveau des genoux? Il revient sur le squat. Malheureusement, ce Alors, sera la dernière question, sinon Diego ne pourra pas intervenir. En tout cas, toutes les questions que vous avez, vous pourrez lui envoyer par email sans problème qu'il y répondra. ouais, ouais, non, il y a aucun problème. Alors après les squats, c'est vrai, mais c'est une très bonne question, mais c'est en gros, comme je vous expliquais, on part, d'un squat. Moi, j'aime bien partir donc d'un squat à 90 degrés, flexion de genou. Mais si mon joueur n'est pas à l'aise sur l'évaluation, heu, s'il a besoin, d'être un petit peu plus, rehaussé, en tout cas élevé, c'est-à-dire, agrandir un petit peu cet angle, moi je le fais, il y a aucun souci. Par contre, le plus important, c'est de toujours l'évaluer dans la même position. Donc, moi même, ça m'est arrivé des fois des joueurs, 90 degrés, c'est trop. Donc, je mettais moins, je mettais des fois peut-être 45 degrés, mais il y a aucun souci. Mais dans tous les cas, on évalue toujours dans la même position. Donc, si j'ai 45 degrés dès le départ, 3 mois après 45 degrés, j'évaluerai la même chose. Si son RFD est meilleur, je sais qu'on aura progressé. Des fois, il y a des problèmes de douleur ou, mais c'est vraiment il faut choisir sa position, heu la meilleure pour vous, mais aussi pour l'athlète. Il faut que ce soit confortable pour lui, parce que si c'est pas confortable, vous n'aurez pas un engagement total et puis, ça va être difficile de le faire revenir après sur l'évaluation. Top. Bah, merci beaucoup Franck. On te reverra donc prochainement. En tout cas, voilà, si quelqu'un veut te joindre, je pense qu'il peut trouver ton adresse email sur le site de Brive ou ailleurs s'il y a d'autres questions pour aller plus loin. En tout cas, Pas de encore souci. merci d'avoir participé et Merci puis à vous. on se revoit vite. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu peux passer, éteindre ta webcam et te mettre muet. Et tu peux Ouais, suivre Diego qui maintenant va nous rejoindre tout de suite. Bah, Diego, je te laisse mettre ta webcam et enlever ton micro. Donc Diego qui nous rejoint, qui est préparateur physique au Monaco Basketball Club. Alors Diego, tu es muet. Est-ce que tu m'entends Diego? Normalement, j'imagine que oui. Ça y est. Parfait. Salut Diego, ça va? Et toi, Laurent? Super, super. Merci de participer donc à ce premier webinaire français où tu vas nous partager un peu ta façon d'utiliser les produits Vault, puisque toi, tu utilises des plateformes depuis maintenant 2 ans. Tu as également le Force Frame, donc le testing isométrique de différents muscles, groupes musculaires. Et la particularité, c'est qu'à la fois, tu interviens avec des basketteurs professionnels, mais tu vas également nous partager des cas plus concrets avec à la fois des judokas, un gymnaste. Donc, on va suivre ça avec attention.
Ok, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. On va pouvoir discuter un peu ce qu'on fait nous d'habitude avec toi, à échanger sur les cas. Là, on va faire ça avec tout le monde, ça peut être intéressant. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Ouais, super. On voit you are assessing, you are guessing, you are assessing. Ok. Du coup, on y va. Une petite intro avant de parler des cas pratiques. Donc, pour ma part, c'est ma 11e saison avec l'équipe de basket de l'AS Monaco, Roca Team. On a la particularité d'avoir commencé en division 3 il y a 11 ans et d'être au meilleur niveau aujourd'hui français et européen. Ce qui fait qu'au départ, j'ai jamais été salarié du club et ce qui fait que malgré les dernières saisons où je suis quasiment à temps plein au club, j'ai toujours une petite activité annexe et notamment celle de bilan avec les docteurs qui bossent au club avec moi depuis plusieurs années. Donc, c'est ce dont on va aussi parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est par rapport au contexte. Je suis préparateur physique de formation, un master préparation physique, mentale et réathlétisation sur Lyon il y a plus de 10 ans. J'ai toujours mis de l'importance sur l'évaluation en partant de très loin, il y a plus de 15 ans, sur tout ce qui était NASM ou FMS, enfin voilà, des choses qui sont un peu moins à l'ordre du jour dans mon contexte actuellement, jusqu'à l'utilisation des plateformes et des produits vol qui me paraissent importants à prendre en compte. Mon approche, elle est que la gestion des blessures et le corps humain, je vois ça comme un système complexe. Et du coup, je me sers de toutes ces informations objectives et ou subjectives pour pouvoir essayer de comprendre le sportif et de l'accompagner. Donc voilà, je ne vais pas foncer objectivement sur un déséquilibre musculaire en tant que tel, mais ça va me permettre j'aime bien avoir plein de données objectives et subjectives pour prendre l'athlète en considération dans sa globalité, on va dire. Malgré cette complexité que peut être la blessure et que peut être la performance sportive, le corps humain, malgré ça, j'essaye de simplifier les choses et pour parler au staff technique, pour parler aux sportifs, dans le sens où je parle beaucoup de contraintes et de capacités. Donc, les contraintes, c'est l'activité physique en tant que telle, jouer au basket, faire du tennis, faire une compétition de gym. Et les capacités, c'est ce que je peux évaluer moi dans mon bilan complet, on va dire. Et du coup, on parlera des cas pratiques. Et juste avant ça, voilà, je faisais un point là-dessus. Diego, laisse-nous juste le temps avant chaque Ouais, diapo, si jamais il y a des questions. Donc là, on va vas-y. rentrer un peu plus dans le dur, mais rapidement sur sur ce que tu as précisé. Donc, tu considères le corps comme l'humain, le patient comme un système complexe. Et toi, ton but, c'est clairement d'avoir le moins de joueurs blessés, en l'occurrence à la Monaco Basket. Ouais, pardon. Du coup, en termes par rapport à mon contexte et aux objectifs, c'est-à-dire que depuis plusieurs saisons, le club se donne les moyens de gagner dans toutes les compétitions qu'il veut faire. Donc, il y a plusieurs années, on jouait la troisième Coupe européenne. Et puis, on a l'an passé gagné la seconde Coupe européenne. Et là, on joue au meilleur niveau. Et donc, chaque année, on a des joueurs de qualité, on va dire, voilà, et de niveau. Et moi, mon job, pourquoi je suis payé, c'est pour que les joueurs soient sur le terrain. C'est-à-dire ça, c'est la clé. C'est aussi ma vision, c'est-à-dire que pour être meilleur basketteur, je pense qu'il faut, dans un premier temps, jouer au basket. Donc voilà, il faut que le joueur il soit apte, pas blessé, et qu'il puisse passer du temps à s'entraîner. À part l'évaluation, mon principal travail, c'est la gestion de la charge d'entraînement. Donc, je vois les choses comme ça. Et le but, c'est qu'il ne soit pas blessé. Donc, je dois tout mettre en œuvre. Du coup, l'évaluation ou l'entraînement prophylactique, voilà, c'est mon corps de travail au quotidien. Si j'étais avec une équipe d'espoir des moins de 18 ans, on serait sur le développement des qualités physiques. Là, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur réduire les risques de blessures et avoir les joueurs disponibles et performants.
Oui, parce que de plus en plus, vous avez des joueurs de très haut niveau qui arrivent à Monaco. Donc, c'est des joueurs qui sont formés, que tu as juste besoin d'accompagner, où tu fais tes différentes mesures. On le verra après sur le check-up que tu mets en place. Et derrière, après, j'imagine que tu vas adapter tout ça sur la séance, le suivi et au cours de la saison. C'est un choix, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi se dire, bah non, on peut toujours être meilleur, on peut toujours améliorer ses capacités physiques, etc. Nous, notre choix, c'est d'avoir les joueurs frais et disponibles sur le terrain pour gagner les matchs le week-end. Et c'est comme ça qu'on bosse depuis plusieurs années au club. Top. Et du coup, sur ton check-up, tu commences par le range of motion. Alors, avant d'entrer dans le détail, ouais, je voulais vous présenter comment je vois l'évaluation dans sa globalité sur 5 points. Donc, le premier, l'évaluation des amplitudes articulaires et notamment celles actives, plus que la souplesse ou le fait d'être pliable, plus celles qui sont actives, et notamment le ratio entre ce qu'on peut donner en actif, en contrôle moteur, et ce qu'on a en passif. Ça, c'est un point important. Pour moi, c'est bosser sur le système. Le système, c'est le corps humain. Au-dessus, il y aurait les patterns et au-dessus, il y aurait l'activité. Donc voilà, c'est voir un petit peu qu'est-ce qu'au niveau articulaire, on est capable de faire. Euh, après l'évaluation des amplitudes, on passerait sur ce qui est l'évaluation des ratios musculaires. J'en fais pas une, euh, une affaire très importante, mais ça peut permettre d'avoir d'autres infos, et on va y voir sur les cas pratiques. Ça peut donner des infos complémentaires, c'est-à-dire que ce n'est pas pour moi le Graal de savoir qu'on a un déficit de 15% ou moins sur une extension de genou, par exemple, mais ça peut être complémentaire et ce sont des infos importantes. C'est aussi, ça me permet aussi de créer des routines, c'est-à-dire que voilà, le système d'évaluation que je vous présente, il est aussi concomitant avec mon système d'entraînement, c'est-à-dire que par rapport aux problèmes qu'on peut trouver dans chaque évaluation, derrière, ça fait routine d'échauffement. Pour les ratios, ça peut être une routine d'échauffement, activer les muscles qui sont peut-être un peu moins actifs. Voilà pour ce qui est des ratios. Je passe aussi du temps et j'aime pas mal ça, regarder comment l'athlète bouge dans les différents plans. Et ensuite, c'est là où les plateformes prennent du sens, observer comment on produit et on absorbe les forces, notamment verticales sur la plateforme. Dernier point qui me semble important, c'est tout ce qui est production de force spécifique à la course, au changement de direction. Donc ça, c'est tous les tests ISO spécifiques qu'on pourrait mettre en place. Et ce testing, tu le mets systématiquement dans ce sens. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5 avec tes joueurs, plutôt en pré-saison. Au cours de la saison, comment ça se passe en termes de, on va dire, dans la réalité de ton job, comment ça se passe avec les joueurs au quotidien? Ouais, ce serait ça. L'idéal, voilà, dans le meilleur des mondes, ce serait et on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que avant l'entraînement collectif début août, les joueurs sont convoqués individuellement avec moi pour passer le check-up d'entrée, et on se doit de balayer tout ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas encore sur le point 5 parce qu'on n'avait pas encore le dispositif, etc. Mais ce serait, voilà, sur la reprise prochaine, ce serait l'idéal de passer en revue tout ça. La seule chose est que, vu que je m'en sers en termes d'évaluation, mais aussi de travail, si un joueur a beaucoup de points à améliorer sur le point 1, le point 2, ça se peut qu'on stoppe le test pour le jour J à ce niveau-là, et que le lendemain, sur une séance individuelle, on continue, on balaye. Je m'en sers. J'ai pas de. Voilà, on n'a pas comment dire, de critères obligatoires. C'est plus un système d'entraînement et qu'on puisse évaluer ce qu'on veut travailler et réévaluer. Donc, on bosse plutôt comme ça. On n'a pas comme par exemple les grands clubs de rugby ou de foot, un protocole obligatoire. On est encore, on va dire, petit dans la structure club. On est encore un peu artisan, on va dire. Et du coup, c'est plus pour un travail quotidien. On évalue, on travaille, on réévalue, on progresse, on va sur d'autres choses, etc. Ok, top. En tout cas, ça semble marcher, puisqu'aujourd'hui, Monaco se trouve au meilleur niveau de basket en Europe. Donc, ça semble fonctionner jusqu'à présent. Écoute, oui, et au-delà de ça, c'est aussi être proche du joueur. Voilà, pour moi, on fait uniquement je crois beaucoup au travail individuel, et j'ai les moyens parce qu'on est, voilà, cette année, on est 16 joueurs, mais on a toujours été une dizaine de joueurs, là, un peu plus pour jouer l'Euroleague. Mais voilà,
toutes mes séances sont individuelles ou individualisées. Et donc, ça me paraît important de, voilà, d'être vraiment d'être proche du joueur et surtout de lui faire comprendre ce qu'il y a besoin. C'est-à-dire que malheureusement, on a beaucoup de turnover, vu que chaque année, on progresse. Donc, même les meilleurs joueurs de l'année présente, bah, c'est difficile de les garder. Ils vont jouer au niveau qu'on était précédemment. Donc, on a beaucoup de turnover, on va dire. Et par rapport à ça, il faut chaque année reprendre la base, regagner la confiance du joueur. Et donc, pour moi, il faut des fois des points de vue objectifs et des tests et des évaluations et lui dire voilà, regarde, j'ai pas l'impression de me tromper. Bien, je pense que si on améliore ce point-là, ça va le faire pour toi. Et il faut qu'on bosse là-dessus. Donc, voilà, ça me permet aussi d'être objectif. Et je pense que c'est super important pour prendre la confiance du joueur, etc. OK, super, top. On te Euh, suit sur, On la passe suite. au concret. Alors, hop. OK, donc maintenant, on va parler sur des cas pratiques qu'on a après avoir introduit un peu le contexte et la façon de travailler. Donc, le premier cas, du coup, c'est un joueur de basket de l'équipe. L'objectif sur ce joueur blessé, c'est comme ça qu'on travaille au club. Je dois pouvoir dire au coach, au head coach, quel est le pourcentage de risque qu'il ait de se reblesser ou de ne pas être performant ou de ne pas être dans l'équipe. C'est-à-dire que on a les docteurs qui donnent un délai d'absence et un délai de reprise. On a les kinés qui font le travail sur le joueur blessé. Mais ce qui est important pour le coach, c'est de savoir, voilà, on est un peu pressé par le temps et c'est de savoir s'il rejoue là. Donc, le coach, voilà, intelligemment, ne va pas abuser et dire 2 semaines au lieu de 4 semaines, mais il va essayer de gratter quelques jours et en tout cas, il va vouloir savoir si est-ce qu'à la reprise, il peut compter sur lui de façon définitive, surtout dans le cas que je vous présente ici, dans le sens où c'était un joueur qui était plutôt blessé souvent et il fallait voilà, se positionner sur le risque de chance qu'il puisse performer. Donc, c'était un joueur blessé, une lésion musculaire de grade 2 au muscle adducteur. Et donc, l'idée, c'était de. Voilà, donc la décision finale, c'est-à-dire ma prise de position, il avait fait une bonne rééducation, c'est-à-dire qu'au niveau kiné, il avait plutôt fait un travail et de qualité. Et pour ce qui était kiné, voilà, il y avait des cohérences dans les progrès effectués. Par exemple, façon, même moi, du coup, on a retesté, mais sur le force frame, voilà, blessé à l'adducteur, on avait des bons niveaux de force, de faibles déséquilibres pour ce qui était du travail analytique et voilà, de son retour de blessure, c'était plutôt efficace. Moi, ma décision sur ce cas-là, elle était de dire qu'il était impossible de le prendre comme un joueur normal à sa reprise parce que sur le texting complet, il y avait plein d'infos qui me faisaient dire que ça ne pourra pas tenir. Donc, on partait d'abord du début de saison et du questionnaire où il y a eu pas mal de pathologies sur ce joueur-là. Donc, on se doute bien quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'allait pas pour moi? C'était déjà un manque d'amplitude. Je crois que c'était des mémoires en rotation interne de hanche et ça me paraît très important pour un sport comme le basket, d'accélération, de décélération. Donc, il y avait ce petit point-là qui venait sonner et qui était unilatéral et qui était du côté blessé, etc. Il y a sur les tests avant le retour complet avec l'équipe un déséquilibre important au niveau des fléchisseurs de genoux. Et il y a aussi, pour moi, une qualité de mouvement qui n'était pas optimale. Donc, des déséquilibres entre les amplitudes, une fatigabilité élevée accrue, unilatéralisée, une qualité de mouvement qui était plutôt sur forcer les choses, être dans le dur, être pas dans quelque chose qui était plutôt fluide. Tout ça me faisait dire que si on lui remet la même charge d'entraînement à laquelle il n'a pas supporté, donc ses contraintes et ses capacités, je pouvais quasiment dire que ça allait pas tenir, c'était pas possible. En tout cas, voilà, il fallait que je propose mon avis. Résultat, il repart normalement, il se reblesse, du coup, en janvier, si je ne me trompe pas. Et du coup, finalement, on a réussi à la ramener en changeant pas uniquement le retour terrain, en changeant aussi la façon de le soigner, etc. etc. Et maintenant, il est, on va dire, en pleine forme.
Et voilà, on a dû le gérer comme un joueur à part parce qu'en saison, malheureusement, on n'a pas les moyens d'augmenter drastiquement ses capacités au niveau articulaire, au niveau de la qualité de mouvement, au niveau de la fatigabilité. Donc, on a dû gérer ces contraintes. Et ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi, voilà, il a eu plus de temps, il a changé quelque chose aussi au niveau de la rééducation. Donc, voilà, tout ça fait qu'il fallait que je me positionne sur ce cas précis et d'expérience, voilà, enfin moi je garderai ma position et dire c'est pas possible si on n'adapte pas la charge, ça peut pas passer. Voilà, pour le premier cas, on va dire. Parce que là, est-ce que tu peux zoomer juste sur le tableau en bas à droite? Parce qu'on parlait de la force des adducteurs, abducteurs. Là, on a un joueur de basketball qui produit combien de force? Est-ce que tu peux zoomer? Je crois que tu es sur un PDF, tu es sur Voilà, Mac. dis-moi là. Top. Donc là, on a un joueur de basket qui produit en moyenne 450 newtons de force sur l'adducteur à la base où il y avait une lésion adducteur. C'est ça. Ouais. Donc tu vois, de façon analytique, on serait même plus content parce qu'en fait, tout ce que j'ai pas aussi dit, c'est que c'est plus dans l'éducation du joueur. C'est-à-dire que pour le joueur, il voulait foncer, repartir, aider l'équipe, tu vois? Mmh. Donc c'est plus, voilà, lui faire comprendre que plein de choses ne vont pas, notamment ça sur le testing. Il faut qu'il accepte d'être, géré différemment, ce qui n'était pas le cas. Est-ce que tu veux qu'on compare, sa force à lui avec, tout ce qui est normative, data, Avec par plaisir. exemple? Quelle transition! On dirait que c'est fait Ouais, exprès. bah, ouais, voilà. Non, du coup, voilà, donc les normative data, c'est des choses qui sont accessibles, sur le hub de Voile et c'est pas de mon habitude d'aller comparer, mon joueur à, une, moyenne des joueurs d'équipe de NBA, je crois, si c'est ça. Mais en tout cas, dans son cas-là, on pouvait être rassuré de c'était pas le problème, c'était pas son adducteur forcément, c'était pas forcément, la qualité de ses tissus ou voilà, ou un problème de travail. C'était vraiment, pour moi, une qualité de mouvement et donc qu'on n'a pas forcément compris, c'est-à-dire que ou qu'on en tout cas, on n'avait pas le temps d'améliorer, de changer sur la façon de bouger. C'est-à-dire que c'était pas forcément l'adducteur qui allait, avoir des problèmes, encore une fois, mais ça pourrait être un ischio, ça pourrait être, une cheville, une hanche, voilà, c'est-à-dire voilà, c'était d'améliorer, ses capacités, ce qu'on ne pouvait pas faire en saison, donc il fallait absolument, gérer ces contraintes. Pour dire encore un mot sur les normatives data, donc dans ce cas-là, c'était plus pour nous rassurer et pour dire aux joueurs, bah voilà, on est pas mal, c'est pas, on s'inquiète pas pour ça, mais on s'inquiète sur autre chose. Et moi, je m'en sers aussi par rapport sur mon testing de pré-saison. Si j'ai des joueurs où je m'inquiète sur un point, je sais pas, je trouve qu'avec en faisant les amplitudes articulaires, la qualité de mouvement et les ratios de force, je pense que là, il faut attaquer par un travail sur l'abduction de hanche. Et je lui dis, écoute, voilà, regarde, ça c'est la moyenne et toi, tu es à peine dans le graphique. Donc, je pense que mon feeling plus les données cumulées font que tu as tout intérêt à m'écouter et à venir bosser un peu sur ta chaîne latérale. Voilà comment je m'en sers aussi des normatifs data. Parce que du coup, là, les données narratives, donc on a en abscisse la force et ça présente la répartition de force avec la médiane et les différents quartiers à 60 degrés ici pour une population de basketball. C'est ça, je crois. Top. Ok, super intéressant. Je laisse passer à la diapo suivante. On y va. Top. Donc, on est sur le deuxième cas pratique. Donc là, du coup, c'est sur l'activité annexe voilà, à qui j'accorde un petit peu de temps au quotidien, on va dire, quand on n'est pas en déplacement. Donc là, c'est du coup, maintenant, tous ces cas-là, c'est les docteurs c'est les médecins du sport qui m'envoient les patients. Et là, concrètement, ce jeune judoka a consulté pour une contusion osseuse traumatique durant un combat. Et en gros, c'était est-ce que je prends des risques à faire la compétition nationale 6 semaines après ma contusion osseuse. Donc, le docteur avait préconisé un délai de régénération au niveau osseux, donc un délai plutôt long, 4 semaines, un traitement, un maintien des capacités sans forcément être sur des choses en charge. Le docteur souhaitait une aide à la décision. Et donc, on a fait tout le protocole, comme on a dit au début, les amplitudes, etc. etc. Et c'est là où c'est important de prendre un petit peu de recul et d'analyser toutes les données ensemble. C'est-à-dire que si on regardait uniquement
les résultats des tests. Et ici, par exemple, la stratégie d'atterrissage en 2 jambes, où il y avait une stratégie importante de décharge. Si on regardait uniquement ça, on peut se dire c'est inquiétant. Voilà, c'est un bon niveau d'asymétrie, on pourrait être inquiet. Mais finalement, la décision a été de lui donner pour moi un avis favorable et à lui, au docteur, en sachant que c'était que mon avis sur ces tests-là, l'ayant vu une fois. Il fallait aussi l'avis du docteur après les tests et celui de son entraîneur. Mais pour moi, au-delà des chiffres et au-delà des choses comme ça, il faut pouvoir, comme je disais en introduction, prendre toutes les données. C'est-à-dire que ce jeune-là, sur le test de single leg drop jump, il a été jambe blessée au premier coup sans me dire ah, j'hésite de sauter de la boxe de, je crois que moi, elle est à 35 cm. Voilà, donc moi, voilà, c'est aussi pour dire que c'est important d'avoir ces données-là parce qu'au final, moi, ma position, elle a été de lui dire écoute, malgré ça, je pense il faut le prendre positivement. C'est-à-dire que voilà, tu as ta stratégie, ton cerveau, il te dit vas-y, attention, décale ton poids sur celle qui n'est pas blessée. Donc, au moins, tu en es au courant. Mais vu comment tu bouges, vu la corrélation de tous les tests qu'on a fait, je pense que tu peux aller performer à la compétition. Maintenant, regarde la différence que tu mets sur la jambe, sois-y vigilant. Et voilà, tu vas avec des infos comme ça et tu sais qu'il faut que tu puisses être vigilant sur ta jambe qui a été blessée. Mais en tout cas, s'il y avait des déséquilibres ici au niveau des 2 jambes, il n'y en avait pas forcément au niveau de performance sur le single leg right jump, etc. Donc, c'était plutôt voilà, positif comme décision. Tu peux reprendre la compétition. Et finalement, bah, ça s'est bien passé. Il a été performant. Il a pu faire sa compétition malgré une absence. C'est ce qu'il fallait. Donc, on était plutôt satisfait, on va dire. Oui, parce que malgré que là, tu es une donnée, on va dire, qui salue un peu en drapeau jaune, c'est toujours de voir un petit peu le reste autour. À la fois, ici, donc, il y a le joueur en fonction de la douleur et de son ressenti, mais il y a aussi l'événement. C'est-à-dire que la compétition de judo, je crois que c'est annuel, ou en tout cas, si c'est une grosse Ouais. compétition, généralement, c'est une échéance, on ne peut pas la rater. Si on la rate, bah, c'est l'année suivante. Donc, il y a aussi ce côté-là à prendre en considération, le moment de la saison, le type de sport, qui du coup influe aussi sur les compétitions. C'est ça. Et donc là, tu avais d'autres indicateurs qui allaient dans le même sens, ou tu avais uniquement le land and hold qui allait sur on va dire, en défaveur en tout cas, à avertir le joueur, en tout cas, pour lui C'est redonner ça, ouais. confiance. C'est ça. Du coup, j'ai sélectionné que cette donnée-là parce que c'est celle qui allait en défaveur. Et en fait, sur single leg land and hold, il n'y avait pas autant de différence. Il n'y avait pas sur la performance en single leg drop jump, il n'y avait pas d'autant d'écart. Donc pour moi, c'était voilà, vraiment lui dire que c'est plutôt une stratégie qui mettait lui en place pour décharger son membre lésé, mais qu'il pouvait avoir confiance à la performance en production de force, en absorption de force de son membre lésé et qu'il fallait juste qu'il soit conscient et vigilant que voilà, stratégiquement, c'est ce qu'il faisait, mais qu'il pouvait avoir confiance à sa jambe parce qu'au-delà de la production, les ratios de force étaient bons, le contrôle des amplitudes étaient bonnes, donc il pouvait se faire confiance. Ouais. OK, énorme. Du coup, tu as vraiment utilisé là, c'était avec force dex uniquement, avec plateforme de force. OK, super. Ouais. Et du coup, le cas pratique suivant? Alors, hop, on On passe. a eu du basket, du Ah ouais, judo. du coup, je t'avais mis le petit graphique. Et ça, c'était voilà, c'est-à-dire que je voulais encore appuyer ce que je te disais, c'est-à-dire que en termes de stratégie, ça c'était sur MCMJ si je dis pas de bêtises. En termes de stratégie, c'était de la décharge, mais que voilà, sur de la qualité, etc., c'était positif. Ouais, c'était pour appuyer ce qu'on vient de dire. D'accord, donc là, tout est en bleu, donc toute la symétrie était à gauche. OK, on est Ça. compris. Si on passe au cas suivant, donc là, on est sur une gymnaste. Du coup, là, on est sur un suivi un peu plus longitudinal, j'allais dire, parce qu'on a des valeurs il y a un peu plus longtemps. Et là, l'objectif, c'est plus d'orienter le travail de réhabilitation, de réathlétisation, dans le sens où les collectifs de gym, voilà, c'est l'entraîneur et c'est presque tout, on va dire, en tout cas, avec beaucoup de volume d'entraînement, enfin des semaines super chargées, et une croyance plutôt à l'activité spécifique. Et donc, il faut pouvoir aider l'entraîneur quand il a une gymnaste blessée.
Ici, une luxation de la rotule avec une intervention chirurgicale et une section de l'aileron rotulien, je crois. Cette gymnaste-là, qu'on connaît, on la retrouve en janvier avec qui vient sur un bilan pour avoir des conseils et pour avoir un suivi. Et moi, je lui dis voilà, écoute, à ce niveau, avec ton genou inflammatoire, etc., je ne peux rien te proposer d'évaluation ou de travail. Voilà, c'est le travail purement kiné, de réduire l'inflammation, d'améliorer l'amplitude. Donc voilà, on a utilisé les airbands en maintien des capacités. On a utilisé un travail de mobilité au niveau de la hanche, mais nous on n'a pas pu intervenir en janvier. Et donc, on a pu intervenir en mars et en avril pour être sûr de pouvoir l'accompagner à être performante sur le championnat de France qui sont déroulés le week-end dernier. Donc, on a mis en place ici, on va dire, 2 phases. Donc 3 phases. La première où pas d'intervention si ce n'est maintien. La phase 2 où il fallait être prête à reprendre l'entraînement complet. Et la phase 3 où il fallait être prête à performer. Donc ici, on est sur entre la phase 2 et la phase 3. Et voilà, l'objectif était entre mars et avril de pouvoir vraiment réduire ces asymétries-là. Là, on est sur un single leg land and hold. Ok, je crois que je t'ai mis les diapos après. Ouais, on n'est pas là. Donc là, on est sur un single leg land and hold. Et là, voilà, il y avait vraiment un problème en absorption de force. C'est super important psychologiquement pour la gymnaste, tout ce qui est réception. Donc voilà, on guide grâce à des données objectives. On essaie de donner des liens sur comment orienter l'entraînement. Donc grâce à ces chiffres-là, on a proposé une routine d'exercices à faire en termes de stabilisation et de réception. Pour qu'elle puisse ne pas craindre la reprise. Il y avait aussi, on pensait que si on était fort en hanche et fort en cheville, notamment là c'est sur un up test, on pourrait limiter les contraintes au niveau du genou parce qu'en 3 mois on ne pourrait pas le rendre plus fort que ce qu'on avait, mais au moins revenir à son niveau. Donc on a suivi tout ce qui était up test. Et on avait aussi suivi la différence intermembre, donc ici sur un drop jump, single leg drop jump, pardon. Et il fallait entre la phase 2 et la phase 3 pouvoir, voilà, phase 2 ici et puis ici, réduire ce déséquilibre-là. Donc là, ça a permis de dire, voilà, entre cette phase-là et là, il faut absolument que tu bosses en puissance au niveau de ta jambe. Ici, il faut que tu commences à reprendre l'activité, mais que tu contrôles. Ici, il faut que tu continues à faire ton travail de cheville et ton travail d'explosivité et de rebond. Et ici, il faut absolument que tu puisses te faire confiance, charger de façon excentrique ta jambe faible, etc. Et si on passe au graphique, ok, c'est la même chose, mais au niveau des graphiques. Voilà un petit peu. Donc là, les outils Vold et les plateformes, ils sont vraiment utiles pour orienter le type d'exercice sur le plan de routine de réathlétisation. Donc voilà comment on utilise. C'est objectif pour moi. C'est voilà, coach, il faut que ta gymnaste elle fasse ça, 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 parce que regarde, l'objectif c'est d'améliorer ici et ici. Voilà comment on a utilisé pour ce cas précis. Parce que du coup, cette joueuse, alors juste, est-ce que tu peux allumer ta lumière ou pas? Parce que ta caméra, ça s'assombrit, on te verra bientôt plus. Génial. Ça va là? Ouais, parfait, c'est mieux. Merci. Je pense à la diffusion plus tard, tu sais, quand on verra le jour s'assombrir au fur et à mesure. Ah, tu as bien fait de me dire. Ouais, donc tu as cette joueuse donc tu avais mis en place un testing régulier de cette joueuse que tu suis, avec son coach etc. Et donc elle s'est présentée un jour à toi avec donc un genou gonflé et donc là tu as travaillé en lien avec son kiné, donc tu as parlé des airbands donc qui sont en fait du BFR et tu avais recommandé un protocole, c'est-à-dire que tu lui as laissé des airbands à faire à la maison en passif C'est pour, ça. favoriser tout ce qui est, l'écoulement, Maintien des dégonfler qualités de le genou force, maintien du contrôle. Ouais, c'est ça. et après tu as fait donc, quel test avec elle? Donc tu nous as parlé de drop jump, tu nous as Alors, parlé de ouais, du coup, en fait, moi, j'ai toujours le même protocole, des amplitudes, etc. Je le fais tout le temps, mais c'est sauf que par rapport à la phase, eh ben, je vais peut-être pas refaire les ratios des fléchisseurs des genoux. Par exemple, par rapport à la dernière phase, on va passer plus de temps à faire nos tests sur la production et l'absorption de force, c'est-à-dire CMJ, drop jump, land and hold, single leg land and hold, single leg drop jump et hop test. J'utilise principalement que ces
ces tests-là dans mon protocole de production et d'absorption de force. Et c'est quoi les indicateurs que tu vas préférer? Est-ce que tu les fais sport spécifique? C'est-à-dire que tu vas évaluer un athlète de bobsleigh, que tu vas évaluer une gymnaste, que tu vas évaluer un basketteur, tu vas garder ces mêmes indicateurs? Ou est-ce que tu vas les sélectionner en fonction de l'athlète que tu as? Donc les mêmes, types de tests, c'est-à-dire les mêmes types de sauts ou d'autres, qu'est-ce que tu veux dire par indicateur? Je te parle des indicateurs, c'est-à-dire que tu prends un CMJ, tu fais un Ouais. CMJ avec un athlète. Est-ce que tu regardes à chaque fois les mêmes indicateurs ou est-ce qu'il y a des indicateurs que tu vas adapter en fonction d'un sport? Ouais, OK. Vu qu'on est que sur, pour moi, du retour au sport, pour l'instant, j'ai quasiment les mêmes indicateurs. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans la performance, tu te rappelles, on avait parlé d'un gymnaste de l'équipe de France et là, on cherchait, autre chose. Mais là, sur, un retour de blessure au niveau du genou, j'ai mes indicateurs, ceux que j'ai trouvés le plus pertinents en échangeant avec toi et dans la littérature, comme, landing RFD, des choses comme ça, le temps concentrique, le temps excentrique. Euh, on a ensemble élargi à 8-10 éléments. Si dans des lectures ou dans des recherches, j'en ai un nouveau qui m'intéresse, je vais regarder. Mais voilà, sur le retour blessure, j'ai ces indicateurs-là. Ceux qui me les ont amenés, c'est plutôt la recherche sur les croisés. Donc, il y a aussi, je crois, qui est excentrique, décélération RFD, des choses comme ça qui font que je les garde et que je m'en sers pour l'instant au-delà de la hauteur de saut ou d'autres choses plutôt plus simples, mais oui. C'est vrai qu'en ce moment, la littérature est très riche sur tout ce qui est, utilisation des plateformes de force. Donc on Ouais, a beaucoup d'indicateurs qui surgissent, on va dire, un peu de manière, inopinée des fois, mais très intéressante. On a encore une étude là en 2022 qui, nous apprend notamment sur la gestion de la fatigue avec c'est ça, encore ouais. une fois, les plateformes ForceDex. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a toujours la correspondance entre les indicateurs sous ForceDex, le nom dans la littérature et après nous, on peut le faire correspondre en interne. Donc c'est vrai que quand je trouve un indicateur et que je peux te le transmettre, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Mais, après donc ces patients qui t'ont été adressés, donc c'est pas dans ton on va dire dans ton job de préparateur physique de la semaine d'Aquabasket, c'est sur le travail que tu fais à côté et Ouais. c'est des athlètes qui avaient déjà fait tout un suivi, par exemple, ils avaient déjà une évaluation biodex, ils avaient déjà vu un médecin du sport ou en tout cas, comment dire? Ils en étaient à quel stade? Ils en étaient à un stade plutôt Bah, tu terminal de vois, rééducation ou tu vois là, au dé ouais, on est dans l'air du temps. En tout cas, on est content de pouvoir proposer aux chirurgiens autre chose que le test isocinétique. C'est-à-dire que voilà, c'est un gold standard, mais c'est un cas qui n'est pas présent là, mais c'était sur un basketteur qui était il y a 2 ans au club et qui s'est fait opérer du tendon rotulien. Je pense que c'était vraiment, OK. voilà, il a été vraiment impacté. Lui, on a proposé, bah, le chirurgien voulait absolument un test isocétique à 6 mois ou je ne sais plus. Et par contre, il avait bien apprécié ce que le docteur avait aussi envoyé et transféré, le protocole d'évaluation des ratios musculaires et d'évaluation de la production de force, absorption de force. Donc, ça commence, on va dire, voilà, dans le réseau de nos médecins, de nos clubs, on va dire, partenaires et il y a un ou deux chirurgiens avec qui on travaille. Ils commencent à vouloir aussi approfondir et avoir une image un peu plus complète au niveau du testing et pas uniquement du coup, des ratios de force sur Biodex ou choses comme ça. Donc, ouais, ça commence à prendre sa place, les plateformes de force, ouais, on va dire. Oui, bien sûr, en fait, une évaluation plus fonctionnelle. Après, c'est vrai que tu peux combiner les plateformes de force Ouais, avec des exercices, des batteries d'exercices existants déjà. Je pense au Castart, il y a des exercices qu'on peut faire sur plateforme de force, juste pour avoir une information supplémentaire pour nous aider à prendre la bonne décision au bon moment. Donc là je cite, le comment dire? Le motto, le logo de Bold, mais c'est ça en fait, c'est avoir vraiment une information supplémentaire pour après orienter notre décision. C'est vraiment juste pour t'aider. Et là, c'est vrai que du coup, dans l'utilisation complètement. que tu en fais, c'est super intéressant parce que tu l'appliques pas uniquement à un sport, tu le comment dire? Tu le répands, tu l'utilises, tu l'étends avec d'autres athlètes qu'on voit un peu moins aussi. Tu vois, la gym, c'est Ouais. pas on pense pas forcément qu'il peut y avoir intérêt à suivre des gymnastes aussi précisément que tu fais, quoi. Mais voilà, là, dans mon cas, et ce qu'on parle, c'est vraiment sur post-blessure ou en mode réduit risque. On va pas, là, du coup, on ne parle pas forcément de performance, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, mon contexte, c'est vraiment de réduire les risques et de pouvoir aller vite, retourner vite sur le terrain. Donc, ouais, dans cette optique-là, ça a vraiment du sens pour moi d'utiliser ces marqueurs et ces outils, ouais, bien sûr. Et comment réagissent les coachs? Parce que là, tu disais que tu étais en relation avec le coach de la gymnaste. Comment il réagit face à ces données? Est-ce que, tu vois, il les appréhende en disant: «J'y comprends rien»? Toi, j'imagine que tu leur fais un retour
vraiment faciliter la Non, compétition? ouais. J'envoie le PDF, tu sais, qu'on prend du hub, mais par contre, Mmh. je fais un résumé avec mes mots, quoi. Bravo, il faut absolument améliorer la réception ou la production de force sur la jambe gauche. Pour ça, je te propose cet exercice-là, là, 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 là. Donc, je fais vraiment un résumé avec les mots qu'ils puissent comprendre, ouais. OK, génial, excellent. Du coup, tu as encore encore 2 diapos? J'imagine que la dernière, c'est, les remerciements. Peut-être qu'on a encore 2? Ouais, alors, là, du coup, celle-là, elle est plus simple, c'est plus pour ouvrir, enfin, un débat ou parler j'essaie de parler de tout, c'est-à-dire, voilà, de tout mon protocole de test et de tout ce qu'on peut retirer des outils. Ce qu'on peut aussi regarder 2 jambes, stratégie à 2 jambes, stratégie à 1 jambe. Ici, le dernier point qui est intéressant, avec les plateformes, mais que j'ai pas pu tester encore, j'avais testé à l'époque, tu vois, sur d'autres, outils, c'est tout ce qui est protocole spécifique, par exemple, après une lésion aux ischio. J'ai oublié, j'ai perdu le nom, mais c'est-à-dire de pouvoir tester et du coup, regarder aussi le RFD, la vitesse de contraction, c'est le protocole où on a l'ischio à 90 et l'ischio à 30 degrés et on fait les deux jambes, on varie. Donc ça, sur une sprinteuse qu'on suit aussi, j'ai eu à faire ce protocole-là. Et voilà, c'est-à-dire que même si les ratios musculaire était bon, la qualité de mouvement était bon, la performance était bon, je pense qu'il y a des tests très pertinents sur des protocoles post-blessure, notamment là, c'était par rapport aux ischios. Et là, on avait pareil, pu orienter la réhabilitation, c'est-à-dire voilà, ta compétition, elle arrive bientôt. Il faut que tu bosses vraiment la capacité à tes ischio-jambiers dans un angle spécifique à la course, à se contracter plus Mmh, rapidement parce qu'il y a sûr. une grande différence. Voilà, c'était pour finir un petit peu et ouvrir le débat sur les plateformes dans une spécificité importante post-blessure et là notamment aux ischios, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé ce test 90-90 ischio, voire sur des l'idée serait même c'est plus intéressant de tester sur des grandes longueurs musculaires, puisque c'est là où la blessure ischio arrive. Donc c'est vrai que quand tu vas chercher un angle tout de 140 degrés de flexion de genou, c'est plus intéressant, notamment si tu vas après faire le ratio entre les 2, hein. Tu peux faire un 90-90 et après un C'est 140, ça. justement pour voir l'évolution. Et c'est vrai que là, tu remets dans le contexte. Encore une fois, c'est toujours remettre dans le contexte. Et tu disais de toi-même, c'est complexe parce que, bah, ton athlète, c'est pas uniquement un ratio musculaire, une amplitude articulaire, c'est un tout. Et donc toi, j'imagine que toi, tu agglomères tout ça ensemble et après pour orienter la décision. C'est ça. Donc, il est 20h30, donc on a terminé. Je sais pas si tu veux encore préciser quelque chose, Diego, sur que ce soit dans ton quotidien ou que tu voudrais encore partager. Il nous reste 5 petites minutes. Écoute, non, non, voilà, l'idée c'était vraiment de te remercier parce qu'au-delà de tout ce qu'on a montré là, les outils, Volt, ce qui est important, c'est aussi, le support. C'est-à-dire que ça fait la différence. C'est-à-dire dès que j'ai une question, à tu vois? Enfin, au club, j'ai pas que toi comme outil et tu es, celui qui est plus, réactif, qui est toujours la solution, qui partage, une idée. Non, mais enfin, voilà, franchement, c'est au-delà de ça, c'est aussi ce qui me plaît, c'est, le rapport, sport scientiste et terrain. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui ne se voit pas dans le protocole des tests, etc., mais qui est important, je pense, au quotidien. Donc il y a ça aussi qu'on n'a pas forcément débattu, on va dire. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé quand on a commencé sur notre fichier WhatsApp, on a commencé à échanger des petits messages, puis d'un coup, on a commencé à faire des messages vocaux jusqu'à aboutir à des appels qui duraient 40-45 minutes sur, OK, j'ai un joueur de basketball, on part sur une review de littérature que je faisais pour toi et après on discutait, voilà, il y a ça comme indicateur, comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Comment est-ce qu'on peut le décliner? Et c'est vrai que, bah, depuis 2 ans, ça dure maintenant, donc on a la chance j'ai la chance de pouvoir t'accompagner, hein, ça c'est aussi C'est ça. j'apprends Non, non, voilà, énormément et ça remet du concret également, hein. Mon exact. job à la base, c'est sport scientist. C'est vrai que c'est un plaisir toujours de découvrir des problématiques auxquelles il faut répondre. Donc pour Ouais. ça, merci et puis, ben, je pense que peut-être qu'un jour tu reviendras nous faire un webinaire plus abouti encore sur, d'autres problématiques. Qui sait sur, jusqu'où la littérature va nous mener. Encore une fois, merci à toi. Avec plaisir. Moi, je vais conclure sur ce premier webinaire. Donc là, je vous invite vraiment à nous donner tous vos retours, que ce soit soit en nous contactant par email, soit en laissant des commentaires dans le channel conversation. On va tout lire et on fera en sorte de s'améliorer pour les prochaines fois, puisque c'était le premier, je l'espère, d'une longue série. À la fois, n'hésitez pas à nous faire un retour à la fois technique sur l'utilisation des plateformes. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez à l'avenir? On pourrait évidemment inviter des personnes en fonction de vos demandes.
vous pouvez en parler à Lucas, à Darius ou à moi, on fera tout remonter. Et enfin, pour terminer, encore une fois, tous nos participants, tous nos speakers n'ont pas reçu d'argent. Ils ont présenté ce qu'ils avaient envie de présenter, ce qu'ils avaient envie de parler. Ils n'ont pas de conflit d'intérêt avec Vold. Donc ça paraissait quand même important de le préciser. Pour le mot de la fin, l'enregistrement sera disponible sur YouTube, sur Vimeo, on le diffusera sur LinkedIn et ailleurs. Donc vous pourrez revoir ce webinaire sans problème, autant de fois que vous voulez. Voilà, merci à tous. Bonne soirée.